Bon, ce soir, nous parlons justement des relations égypto-rwandaises à la lumière de la visite qu'a effectuée le chef de l'État rwandais en Égypte. Voilà, il s'agissait, comme je viens de vous le dire, d'une visite officielle lors de laquelle il s'est entretenu avec le président Abdel Fattah el-Sisi. C'était certainement l'occasion de parler des relations bilatérales, de comment justement renforcer la coopération dans les différents domaines, mais c'était aussi l'occasion de parler d'autres dossiers tels que le barrage de la Renaissance, COP27, voilà, cette conférence sur le climat que l'Égypte accueille justement dans quelques mois, vers la fin du mois de novembre, ainsi que d'autres dossiers d'intérêt commun, que ce soit des dossiers régionaux ou internationaux. Nous allons parler de tout ceci. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Jonas Nazareth. Bonsoir. Merci, M. Nazareth, vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste des affaires africaines. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Et justement, pour commencer, voilà, une visite, encore une fois, d'un dirigeant africain pour l'Égypte. Donc, encore une fois, il s'agit de cet intérêt accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi à ses relations avec ses voisins en Afrique. Donc, un regard encore plus approfondi de ces relations, des relations avec le continent africain. Pour commencer, quel regard vous portez justement sur cette visite? Oui, je dois remercier une fois encore l'opportunité que vous donnez pour être ici, faire des commentaires relationnés au continent africain. Donc, il a eu hier la visite du président Rwanda, Paul Kagame, pour dynamiser la coopération parmi les deux pays africains. Donc l'Égypte est un pays bien relancé avec une économie stable et de même le Rwanda, c'est un pays qui a surpris tout le monde après le génocide. Si nous nous souvenons, le président Paul Kagame a réussi à dynamiser leur pays de façon à relancer l'économie et à tirer les yeux à les intérêts économiques dans leur pays. Donc, il essaie à ce moment-là de chercher des partenariats, tout d'abord dans l'Afrique. L'Égypte, c'est un partenariat responsable qui lui permet de faire des échanges, renforcer les échanges commerciaux et de façon à avoir le gagnant-gagnant et permettre d'aider les deux pays dans leur développement, dans leur exportation au dehors des deux pays voisins. Donc, ce sont deux pays qui font partie au commerce. Déjà, ils ont dans la région de commerce qui les permettent directement à avoir des échanges commerciaux, mais il faut aussi de temps en temps avoir des visites entre les homologues pour chercher à voir certains détails qui manquent. Par exemple, et voilà que le président Sisi a eu la générosité d'inviter M. Paul Kagame et de même à la fin de la visite, le président Rwanda a eu l'honneur de demander une fois encore que le président Abdel Fattah el-Sisi voyage une fois encore au Rwanda. Donc, c'est ça les relations entre les pays et surtout les Africains. Ils doivent prendre cette expérience de souvent se déplacer pour apprendre d'autres expériences dehors, ne pas se limiter à ce qu'ils font. Et il faut aussi chercher des avis au dehors. Et par cela, le président Abdel Fattah el-Sisi a une fois encore pour l'Afrique, vu que le continent est déjà trop fragilisé pour démarrer des choses pas souhaitables, tandis qu'on est des voisins, on est tous des voisins et des frères,
Et nous ne souhaitons pas que les choses se barrent dans ce sens-là. Donc, c'est pour cela que toujours il faut rappeler, inviter les parties concernées à une négociation équitable et qui cherche à valider leurs accords entre les parties concernées. Donc, c'est par là que je viens de dire qu'un jour ou l'autre, l'Éthiopie doit comprendre qu'ils sont des voisins. Ils se sentent aussi très en échec s'il y a des manques de l'eau, par exemple. Une fois que c'est la seule source pour l'Égypte, ce n'est pas de bon temps que vous faites les choses sans écouter l'autre côté. Donc, on est toujours là dans cette situation, mais j'espère que ça va bien finir. Très bien. Donc, au retour aux relations égypto-rwandaises, donc on le sait tout que l'Égypte a toujours joué un rôle justement dans la formation de cadres africains, c'est-à-dire beaucoup de missions égyptiennes sont envoyées plus ou moins régulièrement dans certains pays africains, justement dans cette direction. Et pour cet objectif, ici aussi en Égypte, on voit beaucoup justement de cadres africains qui arrivent en Égypte justement pour des programmes de formation ou autres. Et justement, lors de ces entretiens entre le président Sisi et le président Paul Kagame, il y a eu justement ces discussions sur le processus de formation ou de la formation de cadres visant à soutenir certainement le développement. Et là, le président Sisi a réaffirmé l'engagement de l'Égypte justement à mobiliser ses capacités et à assurer la formation et le renforcement des capacités des cadres rwandais dans les différents domaines. Quels sont les domaines, vous voyez, de coopération les plus importantes? À mon avis, c'est l'échange parmi les deux pays. Donc, l'Égypte a beaucoup à exporter, de même qu'il y a certaines choses qui intéressent l'Égypte. Donc, comme vous disiez, l'éducation, c'est très important. Nous avons un exemplaire de l'université El Azhar qui reçoit presque étudiants du monde entier qui sont là à recevoir la formation. De même certaines universités comme l'université de Caire, l'université de Alexandrie, où il y a plusieurs étudiants, beaucoup d'Africains et d'autres Asiatiques et Européens même qui sont là. Donc, sont des universités reconnues au monde entier et les Africains profitent de cette chance-là une fois qu'il n'y en a pas beaucoup de pays qui donnent ces possibilités aux étudiants d'émigrer pour finir leur formation académique. Donc l'Égypte, c'est un exemple à suivre. On est très fiers de cette initiative. Je crois que de même dans l'Afrique du Sud, l'Algérie, sont très peu de pays qui font ces gestes nobles pour les étudiants africains. Très bien. Justement, le président Sisi, lors de ses entretiens avec le président Paul Kagame, a aussi affiché ou insisté sur justement l'intérêt accordé par l'Égypte à justement ce processus de développement, à l'expérience rwandaise en matière de développement. Est-ce que vous pouvez jeter la lumière justement sur cette expérience? Oui, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, la Rwanda surpris le monde entier parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un président patriote qui voulait montrer au monde que les Africains eux-mêmes ils sont capables de le faire. Donc, après le problème qu'ils avaient, les génocides, ils ont finalement réussi à élire un président qui a pris en charge tout un pays et refait unifier même parmi les Tutsis et Hutus de façon à marcher sur un seul voie pour le progrès de leur
pays. Donc maintenant, les exemples sont là. Le Rwanda, il commence à industrialiser leur pays. Il pense même dans l'avenir. Il fait l'usage déjà des énergies renouvelables en quittant les énergies non renouvelables. Donc c'est par cela que le monde a compris que c'est le temps que nous devons penser à les échanges climatiques. Vous avez dit tout à l'heure que l'Égypte va recevoir le COP27 le mois de novembre de cette année-là, justement pour rentrer au détail de façon à réduire la pollution du monde qui il provoque les changements climatiques. Et nous commençons déjà à voir la façon que le monde commence à changer à cause de cette utilisation des regrets dans le monde interne. Par contre, les Africains ont déjà dit qu'ils ne sont pas très industrialisés et leur pourcentage des pollutions, c'est la moins possible. Donc, ils se sont permis de continuer, mais dans la vie, il faut penser, en général, il ne faut pas se particulariser parce que vous ne polluez de trop que vous allez continuer. Ce sont des projets, des programmes pour de l'avenir. Et l'Afrique doit être aussi concernée de façon à aider le monde à réduire les gaz, les dioxyde de carbone qui commencent à préjudiquer le monde entier. Très bien. On connaît tous que l'Égypte, qui va accueillir la COP27, la conférence sur le climat, prévue fin novembre à Sharm el-Sheikh, a à plusieurs reprises parlé justement d'une des questions clés pour l'Égypte. Il s'agit justement de la place de l'Afrique. Justement, l'Égypte va se présenter comme porte-parole justement des aspirations du continent africain et des pays africains. Et justement, dans ce contexte, je rappelle que le président Sisi a souligné que l'Égypte, en tant que présidente de la COP27, prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh, comme on vient de le dire, tenait fermement à exprimer toutes les aspirations des pays africains à cet égard. Quelles sont les préoccupations les plus importantes de l'Afrique, justement, en matière de l'environnement et du climat? Oui, comme je viens de dire, l'Afrique n'est pas tellement industrialisée. Donc, leur taux de pollution, c'est la mineure possible. Nous devons s'engager à industrialiser de plus, mais par contre avec les énergies vertes, de façon à suivre les nouvelles règles du monde entier pour l'avenir de nos enfants soit préservé. Donc, comme on dit tout à l'heure, l'économie africaine, il y a toujours des problèmes conjoncturels. Ils n'arrivent pas encore à organiser ou à diversifier leur industrie de façon à avoir beaucoup plus d'emplois aux Africains. Donc c'est aussi un problème d'Afrique qui doit être vu dans les années à venir de façon à éviter les sauts au dehors d'Afrique. Pour manque d'emploi, par exemple, il y a beaucoup de manque d'emploi. Il y a l'agriculture qui n'est pas encore assez mécanisée pour permettre d'avoir beaucoup de produits et de transformer. Tout cela doit être réfléchi en général pour les pays africains qui n'est pas encore. On est toujours dans la situation en ralenti
en général, je dis toujours en général, les présidents qui montent au pouvoir, leurs priorités, souvent, pas tous, et un bon exemple de Paul Kagame qui a donné montré au monde qu'il est un patriote, il veut bien développer son pays, comme au Sénégal, il y a aussi l'Égypte, il y a un peu de pays qui font différent de la plupart, que dans mon avis, ils montent au pouvoir, ils s'enrichissent, une classe, ils créent une classe privilégiée au dépit de tout un pays qui reste toujours dans la pauvreté sans les conditions basiques même. Par exemple de l'eau et de l'énergie. Donc, ce sont beaucoup de choses que l'Afrique doit lutter et permettre d'améliorer la vie de leurs citoyens. Très bien. Justement, nous allons à présent passer à ce sommet quadripartite qui a réuni vendredi 25 mars à Aqaba. Il a réuni l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et les Émirats arabes unis, qui ont convenu de renforcer leur coopération sécuritaire et économique après avoir échangé sur les derniers développements sur la scène régionale, mais aussi internationale, les deux scènes régionales et internationales. Voici tout de suite les explications avec notre collègue Dalia Karam. Le roi Abdallah II de Jordanie a accueilli vendredi le président Abdel Fattah al-Sisi et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, et le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi pour discuter des développements régionaux et internationaux. Selon la chaîne publique Al-Mamlaka, la réunion qui s'est tenue à Aqaba, au sud de la capitale Amman, était consultative. Cette réunion survient avant l'arrivée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la région. Il se rendra en Israël, en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie du 26 au 30 mars pour parler de l'Iran et du conflit israélo-palestinien, mais aussi pour intensifier les efforts sur la question de la guerre russe en Ukraine, selon le département d'État. M. Blinken doit notamment participer en Israël à une série de rencontres diplomatiques avec les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, du Maroc et de Bahreïn. Lundi 21 mars, le prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Ben Zayed, s'est rendu à Sharm el-Sheikh où il a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi pour discuter des relations bilatérales entre les deux pays et des développements régionaux et internationaux. En juin dernier, Bagdad a accueilli un sommet tripartite entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi et le roi jordanien Abdallah II. En menu des discussions, les questions régionales ainsi que les moyens de renforcer la coopération entre l'Irak, la Jordanie et l'Égypte dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et du commerce. Les dirigeants ont convenu de renforcer leur coopération sécuritaire et économique. Ils ont également discuté d'une solution politique à la guerre en Syrie selon les résolutions des Nations Unies qui préserveront la sécurité et la stabilité du pays et fourniront les conditions adéquates pour le retour des réfugiés. Les dirigeants arabes ont aussi appelé à renouveler les efforts pour aboutir à une paix juste et globale entre Israël et les Palestiniens ainsi que la création d'un État palestinien indépendant. Enfin, ils ont salué le rôle de l'Égypte dans la négociation d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Au pouvoir dans la bande de Gaza après un conflit de 11 jours en mai et la promesse du Caire d'aider à reconstruire l'enclave palestinienne. Le président al-Sisi a jugé impératif de conjuguer les efforts de tous les pays du Moyen-Orient pour faire face aux défis qui menacent la région et rétablir la sécurité et la stabilité. Les dirigeants arabes ont souligné la nécessité d'intensifier les consultations et de maintenir la coordination entre leurs pays à la lumière des développements internationaux et régionaux successifs qui exigent une coopération conjointe pour relever les défis communs. Là, justement, pour parler de ce sommet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Rez Shahata, qui est un analyste politique. Bonsoir, M. Rez Shahata. Allô, bonsoir, M. Rez Shahata. Est-ce que vous m'entendez? M. Rez Shahata. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame.
Bonsoir, Monsieur Chahata. Justement, on parle de ce sommet, ce mini-sommet qui a réuni le roi Abdallah II de Jordanie, ainsi que le président Abdel Fattah el-Sisi, le président héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, et le premier ministre irakien, Mustafa al-Kazemi. Donc, les 4 dirigeants se sont réunis pour parler justement des développements régionaux et internationaux. Donc un sommet qui intervient à un moment assez important puisque le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé dans la région dans quelques jours. Il doit se rendre en Israël, en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie du 26 au 30 mars, mais aussi un sommet qui intervient alors que le monde connaît beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, justement, politiquement et économiquement, suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Monsieur El Chahata, est-ce que vous m'entendez? Alors, donc, voilà, on a peut-être un petit problème technique. Donc, retour à vous, monsieur Jonas Nazareth. On parle cette fois-ci de justement ce sommet qui a réuni 4 dirigeants arabes qui parlent des évolutions sur la scène régionale et internationale. On a de notre côté arabe, il y a certainement la situation en Syrie, par exemple. Il y a de l'autre côté beaucoup de changements sur la scène internationale. Comme on vient justement de le dire, c'est aussi le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui est attendu dans la région pour une visite justement pour l'Algérie, le Maroc, Israël et la Cisjordanie. Donc, quel regard vous portez justement sur cette concertation arabe? Ouais, c'est un problème millénaire, si je peux dire ça, qui oppose la Palestine et Israël. Sont deux pays voisins qui l'orgueil empêche une fin d'une situation faisable dans deux côtés. Dans un côté, il y a une autorité israélienne et de l'autre côté, il y a un radicalisme qui ne cherche pas à comprendre le côté israélien. Donc, ils n'arrivent jamais à s'entendre, malgré tout un effort que les amis ils cherchent à les rapprocher. Il n'y a pas la patience parmi surtout les Palestiniens qui se sentent injustiçés et tout cela empêche une négociation plus modérée, plus faisable et qui permette une sortie qui favorise les deux côtés. Donc, c'est justement, Monsieur Nazareth, puisque voilà, le temps presse, et donc en 2 mots, justement, j'aimerais savoir comment vous voyez l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur le continent africain. En 2 mots, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un certain impact? Oui, déjà, on peut voir déjà l'impact. Comme vous voyez, les carburants, le pétrole a augmenté le prix drastiquement. Les gens ils commencent à se plaindre de l'augmentation, les combustibles pour les voitures, de même les produits pour faire le pain. Il y a certains exportateurs tels comme la Russie qui est un grand exportateur de ces produits-là qui a reçu un embargo de la part des Américains et de l'Union africaine qui les empêche de vendre ces produits. De l'Europe, pas de l'Afrique. Oui. Et donc par cela, l'Afrique est aussi concernée et il est exporté beaucoup par ces voies-là. Et toute sa balance, le monde entier, et oblige les gens à chercher d'autres voies pour régler la situation qui n'est pas encore réglée. On espère bien avoir une solution rapide à cette crise
on l'espère bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jonas Nazareth. Vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste des affaires africaines. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, Monsieur, merci aussi de nous avoir suivis. Et justement, avant de vous quitter, je vous propose tout de suite un compte-rendu des activités du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. Mais demain, une nouvelle édition de Direct, une nouvelle équipe.